Pourquoi j'ai plus l'effaceur? Ah oui, on l'a. Alors, on fait. Donc, demain, on fait le dernier TP de mécanique qui va utiliser les ordinateurs. Et vous allez faire ce qu'on appelle du pointage à l'aide d'une clé. Et pareil, vous allez calculer des niveaux. Ça sera pas ordinateur, ordinateur, la semaine suivante, on va faire un TP sur la et tout ça. Et à la rentrée, vous allez également faire un TP sur les qui va ce sont les TP physiciens. Il y a deux TP physiciens qu'on va faire, page 41 et page 40. On va prendre le temps. Parce que sûrement un des chapitres les plus importants de la chimie, c'est la note qu'on va continuer par la suite. Alors, ce qu'on avait eu, à comment? Ouais, j'ai mis un peu de temps. Ouais. Comment ce solo? Qu'est-ce qu'il y a, Paul? J'entends rien. Un, deux, un, deux. Tout à l'heure, ils entendent rien. Un, deux, un, deux, un, deux. Bah si, il marche. Donc, il faut que je tienne le micro. Alors là, ça va être 4. Ouais, mais la dernière fois, c'était encore un problème. C'était avec le téléphone. Le téléphone, là. Donc, de près, c'est parfait. Ok, donc faut que je parle avec ça. Génial, je vais devoir faire le cours avec le micro et l'accent. Oui, mais vous avez visio, comme d'hab. Donc normalement, jusqu'au 20 janvier, on fonctionne comme ça. Je veux être un petit peu pessimiste. Je pense que ça va durer plus. Et... Alors, c'est sûr, en mini-groupe, ça va. Mais faire tout le programme, c'est plus complexe. Vraiment. Mais bon, on s'en sort. Alors, on va vite revoir un peu. Vous avez commencé les cours sur les solutions aqueuses, le chapitre 2 de la première thématique. On avait vu la définition. Donc, qu'est-ce qu'une solution aqueuse? Vous avez votre cours? Bon. Alors, ok. Ça, c'est pour quoi c'est aqueux. Allez, on se tait là. On se concentre. Donc, déjà, une solution, c'est un mélange qui est de quel type? Homogène. D'accord? Comment on obtient une solution? Par dissolution de quoi? D'un soluté dans un solvant. D'accord? Et si le solvant, c'est de l'eau, alors la solution est vite. D'accord? Comment on caractérise une solution? Par sa concentration en masse. Par exemple, vous prenez, je ne sais pas, moi, une canette de coca, on vous dit que, vous savez à peu près, il y a combien de grammes de sucre dans un litre de coca? Facile. Sachez que dans une canette de 33 centilitres, c'est l'équivalent de 5 sucres. Un sucre, ça fait combien? 5 grammes.
Dans 33 centilitres, 5 sucres, 25. Et là, que du sucre. Donne-moi une espèce chimique appelée soluté. Oui, Bastien. Bien. Bastien, il est motivé depuis le conseil de classe. D'ailleurs, le dernier cours, je pense que vous l'avez remarqué, il était tout calme. Alors, je vous avais montré la concentration massique. Donc, comment on calcule une concentration massique? Il dit juste que gamma, c'est égal à la masse du soluté divisé par le volume de solution que vous voulez obtenir. Le volume de solution, au final, on peut approximer que c'est pareil que le volume de solvant. Pourquoi normalement c'est pas exactement la même chose, le volume de solution et le volume de solvant? Exactement. Quand vous rajoutez du solide dans un liquide, qu'est-ce qui se passe? Voilà, le liquide il monte. Alors maintenant, quand on regarde, on va faire une solution de 0,9 g par litre, c'est-à-dire qu'on va mettre 0,9 g de soluté dans un litre d'eau. Ça a vraiment changé beaucoup. Non. D'accord. Donc c'est pour ça que lorsqu'on fait nos solutions, nous, on va toujours approximer que le volume de soluté, le volume de solvant, c'est pareil que le volume de la solution. Vous ne considérez pas l'élévation du niveau. Ce qu'on va apprendre en TP la semaine prochaine, c'est justement à créer cette solution par la première méthode, par dissolution. On va simplement fabriquer un sérum physiologique. Un sérum physiologique, c'est une solution de quoi au final? Qu'est-ce que c'est que du sérum physiologique? Oui, exactement. Il sert à quoi? Nettoyer vos yeux, hydrater vos yeux, etc. Vous savez de quoi il est constitué? Oui, bah oui, c'est le solvant. Mais il y a un soluté dedans. Exactement. C'est de l'eau salée. Ouais. Ouais, mais ça dépend. C'est pas la même concentration quand même. Voilà. Mais c'est une très bonne remarque. L'eau de mer, on pourrait dire que c'est du sérum phi, pas tout à fait, parce qu'il y a d'autres choses aussi qui ont été discutées à l'intérieur. Là, c'est vraiment du sel dans de l'eau. Vos larmes, qu'est-ce que c'est? Vos larmes sont salées. Et elles sont, c'est pareil que du sérum physiologique. D'accord? Elles ont une concentration en sel à 0,9 g par litre. Donc la semaine prochaine, ce qu'on va essayer de faire, de fabriquer un sérum physiologique. Fabriquer une solution de sel à 0,9 g par litre. OK. Et donc pour ça, il faudra utiliser, on va devoir prélever 0,9 g et mettre ça dans un litre. Sauf que vous n'avez pas fabriqué 1 litre de solution. On va fabriquer moins. D'accord? Alors, quelle est l'autre méthode pour fabriquer une solution? Ça aussi, je crois qu'on l'avait vu ensemble. Donc, on avait vu la méthode de dissolution et après, la dilution. Alors, à quoi correspond une dilution au final? Qu'est-ce que c'est? Ok, donc pour diminuer la concentration, on va rajouter du solvant, de l'eau en général, parce qu'on travaille en solution aqueuse, de façon à faire diminuer la concentration. Et là, est-ce que vous avez écrit le protocole? Hein? Ah, attends, je viens voir. Ouais, donc c'est pas grave, je vais vous écrire le protocole. Donc, on en était resté on est dans le 2 au final, préparation, le 3, préparation. Alors, hein, on avait écrit le protocole ou pas? Voilà, il fallait que vous regardiez. Alors, est-ce que vous avez dit qu'une dilution correspond à la diminution de la concentration? Ça, je l'avais écrit. Hein. Ok, donc on avait vu le facteur de dilution. D'accord? Donc, ce que l'on va voir là, c'est plutôt comment on réalise une dilution. Donc, pour ça, vous avez une première solution
qu'on va appeler la solution mère. D'accord? Donc on a une solution mère dont on connaît la concentration, on va l'appeler gamma mère. Et par dilution, on veut fabriquer ce qu'on appelle une solution phi, qui va avoir une concentration gamma phi. Hein? Oui, maintenant, mais je ne vous ai pas écrit le protocole. Ah, alors, la clé de l'apprentissage et la répétition. Sachez. Donc, pour pouvoir comprendre et réussir, il faut que tu refasses tes exercices. N'est-ce pas, Bastien? Voilà. Donc, ce que l'on connaît, on connaît la solution de la concentration de la solution même. On veut obtenir une solution d'une concentration inférieure, qui est reliée par un facteur de dilution. Donc, ce que l'on sait, c'est que le lien qui existe entre les deux, c'est que la concentration de la solution mère est égale à F fois la concentration de la solution. F est forcément un nombre qui est plus grand que 1. D'accord? Parce que sinon, ça voudrait dire que la solution mère est moins concentrée que la solution. C'est important. Donc maintenant, le but, c'est de savoir quel est le volume de solution phi que je veux préparer. Bon, on va l'appeler V phi. Et pour ça, je vais devoir prélever un certain volume de ma solution mère que je vais placer dans une fiole jaugée. La fiole jaugée, elle aura quel volume? Si je vais prendre une fiole jaugée pour fabriquer ma solution, quel doit être le volume de la fiole jaugée que j'utilise? Ça, c'est clair, c'est obligé. Et si je veux créer une solution de volume défi, ma fiole jaugée doit avoir quel volume? Ah non, défi. Je veux créer une solution de 100 millilitres. Bah, je vais prendre une fiole jaugée de 100 millilitres. D'accord? C'est le volume phi que je veux obtenir qui détermine quelle est la fiole jaugée que je vais utiliser. Est-ce que c'est une fiole jaugée de 50 millilitres, de 100 millilitres, de 200 millilitres, ou d'un litre? D'accord? Donc ça, vous allez créer, on veut fabriquer une solution phi de volume V phi. D'accord? Alors, comment on va faire? Déjà, vous avez votre solution mère. Est-ce que vous prenez toute la solution mère pour fabriquer cette solution? Vous allez en prélever une certaine quantité. D'accord? Donc, première chose, prélever un volume. Alors, on va l'appeler V mère. Et moi, j'aime bien rajouter en exposant le terme prélevé. Un volume V mère de solution mère. À l'aide de quoi vous allez faire ce prélèvement? D'après vous, une pipette. Alors, il y a différents types de pipettes. Il y a des pipettes graduées, il y a des pipettes jaugées. La plus précise, c'est la pipette jaugée. Une pipette graduée, en fait, elle peut prendre différents volumes. Donc, c'est un peu moins précis. Alors qu'une pipette jaugée, elle ne peut prendre qu'un volume bien spécifique. On a des pipettes jaugées de 1 ml, de 2 ml, de 5 ml, de 10 ml, de 20, 25 ml. D'accord? Donc, on peut utiliser ces pipettes. Alors, si bien sûr on veut prélever 3 ml, soit on utilise une pipette graduée, soit on utilise une pipette jaugée de 2 ml plus une pipette jaugée de 1 ml. C'est un peu moins pratique. On essaie de limiter le nombre de VAE. Donc, prélever un volume V mère prélevé de solution mère à l'aide d'une pipette jaugée. D'accord?
très bien, on a prélevé à la pipette. Qu'est-ce qu'on en fait de ce truc? Qu'est-ce qu'on fait de notre prélève? Ah non, tu vas en perdre. On la met dans la fiole jaugée directement. De quel volume la fiole jaugée? Voilà, de la solution phi. Donc, c'est phi. Vous avez une fiole jaugée, vous avez prélevé votre solution mère, vous versez ce prélèvement dans la solution, dans la fiole jaugée de volume des phi. Donc, verser ce prélèvement, alors voilà, ce prélèvement dans une fiole jaugée de volume des phi. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Donc là, vous avez votre fiole jaugée, vous avez un petit peu de liquide à l'intérieur, qui correspond à la solution mère. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est pas qu'on veut faire une dilution. Exactement. On rajoute le solvant. Donc nous, on a la solution aqueuse, de l'eau distillée. Alors surtout, vous travaillez toujours à l'eau distillée, hein. Pas d'eau du robinet, parce que là, vous on a fait le 3, mais pas la même chose. Mais Paul, je reste là, ne t'inquiète pas. Donc, compléter à l'eau distillée. Alors, il faudra bien respecter quelque chose. Quand on complète à l'eau distillée, euh, on va aller jusqu'au trait de jauge. Alors, qu'est-ce que c'est le trait de jauge? On va faire un petit schéma. Donc, vous avez votre fiole jaugée. Ça ressemble à ça. Voilà. Et donc, ici, vous avez un trait de jauge. Chaque fiole jaugée possède un seul trait. Le but, vous avez versé votre solution mère à l'intérieur, vous complétez avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Cependant, il y a un truc qui se passe au niveau du trait de jauge. Si on regarde, on zoome là-dessus, on a le trait de jauge qui est là, par exemple. Donc ça, c'est le trait de jauge. Le liquide, en fait, il doit avoir cette forme. On parle de ménisque. Le bas du ménisque doit être tangent au trait de jauge. Alors, si j'en ai pas assez, par exemple, si je fais ça, c'est faux. Pourquoi ça n'ira pas? Exactement. Donc, dans ce cas-là, j'aurais pas mis assez de solvant. Donc, ma concentration ne sera pas la bonne. Elle sera plus faible ou plus forte? Raté. Plus forte, vu que vous avez moins de solvant, forcément la concentration va être plus grande. Bon, après, c'est pas grave, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute goutte à goutte avec une petite pipette on met quelques gouttes de solvant de façon adaptée. Et maintenant, si on va trop loin, là, c'est pareil. Donc la concentration, elle va être trop faible. Mais est-ce qu'on peut corriger le tir? Alors, on peut corriger le tir, il faudrait faire s'évaporer du solvant. Donc on chauffe un peu la solution, ça évapore. C'est long. Hein. Donc qu'est-ce qu'on fait? On jette tout, recommence. Donc quand vous faites des solutions, ne dépassez pas le trait de jeu. Sinon, vous devez absolument refaire votre solution. Parce qu'il y en a qui vont me dire, ah ouais, on enlève avec une pipette. Et non, parce que si vous enlevez à la pipette, vous allez enlever du solvant, mais pas uniquement. Ce sera mélangé avec du soluté qui aura été dissous. Donc, il y aura du soluté que vous allez enlever. Donc, vous allez faire baisser la concentration. Parce que vous n'aurez plus la bonne quantité, la bonne masse de soluté présente à l'intérieur de votre solution. Donc là, vous avez toujours dit en physique, ouais, c'est à peu près. En chimie,
là, il faut vraiment de la rigueur et de la précision quand vous allez travailler expérimentalement. Si à la base, vos solutions que vous fabriquez ne sont pas les bonnes, bah, vous êtes sûr que toute votre TP est foutue. Pour le moment, on va faire des solutions, on va prendre le temps de faire des solutions. On va apprendre sur 30 secondes et vous allez prendre le temps de le faire. Sauf que après, quand on va rendu, d'accord, et là, les solutions, hop, hop, je vous dis, allez, ça va être une solution faite de cuivre à 0,3 mol par litre, bah, vous la faites en 5 minutes. Vous la faites en fin d'année. Non, en première, allez, hop, 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 pour ceux qui font spécialité, clac, clac, vous faites en 10 minutes, et puis terminal, allez, hop, en 10 minutes, elle est faite, votre solution. Malheureusement, c'est pas ce qu'on observe. C'est ce qu'on voudrait observer. Sachez que on voudrait que vous fassiez des solutions correctes. Vous pouvez vous pousser. Paul, oui, je me pousse. Ah oui, encore. Non, je dis ça, mais je prépare plus les trucs. Donc, on a réalisé notre solution jusqu'au trait de jeu. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Une dernière action à faire pour vraiment finaliser votre solution. Exactement. On mélange, on va dire qu'on homogénéise. Donc ça, c'est à la fin. Alors, homogénéiser. Donc c'est plus simple, le point de vue protocole expérimental, c'est plus simple une dilution qu'une dissolution au final. Moi, je trouve. Il y a moins d'étapes. Par contre, c'est comment calculer le volume de solution mère à prélever. C'est ça qui est compliqué et il faut absolument faire le calcul à chaque fois. Donc je vous rappelle juste, pour savoir quelle est la pipette jaugée à utiliser, on fait un petit calcul de Vmer à prélever. Qu'est-ce qu'il y a d'important en fait? Quand vous prélevez un certain volume de solution mère, vous prélevez aussi une certaine masse de soluté qui a été dissous à l'intérieur. Cette masse de soluté que vous avez dissous dans le volume Vmer prélevé, est-ce que vous le retrouvez en quelle quantité dans la solution? Hein? Ah non. Par exemple, je prends 3 sucres que je dissous dans 1 litre d'eau. Je prends 3 sucres que je dissous dans 2 litres d'eau. Ce n'est pas la même concentration, mais par contre, qu'est-ce qui est conservé? Qu'est-ce que j'ai de pareil? Voilà. La masse de sucre présent est la même. Et est la même. Maintenant, c'est la même chose. Quand je prélève un certain volume vénère à l'aide de ma pipette jaugée, dans ma pipette jaugée, d'accord, j'ai une solution, mais qui contient une certaine masse de sucre. Je verse ce prélèvement dans ma fiole jaugée. J'ai toujours, dans ma fiole jaugée, cette même masse de sucre. Oui ou non? Le fait que je rajoute du solvant, donc de l'eau, est-ce que ma masse de sucre que j'ai à l'intérieur a changé? Non, c'est toujours la même masse de sucre. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque vous faites une dilution, la masse est conservée. La masse de soluté est conservée. Donc lors d'une dilution, et ça c'est important de le marquer à chaque fois, la masse de soluté est conservée. En fait, on a la masse de soluté prélevée dans la solution mère, c'est la masse de soluté que l'on retrouve dans la solution phi. Voilà comment on peut l'écrire mathématiquement. Or, la masse prélevée dans la solution mère, bah, ça correspond à quoi? C'est simplement la concentration de la solution mère multipliée par le volume de solution mère prélevée. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à concentration de la solution phi fois le volume que vous désirez de la solution.
Et cette dernière équation vous permet de savoir, de calculer quel est le volume de solution mère que vous devez prélever. À savoir, V mère prélevée, ça va être égal à la concentration de la solution phi fois le volume de solution phi que vous désirez, divisé par la concentration de la solution mère. Ça, je ne veux pas que vous l'appreniez par cœur. Il faut à chaque fois que vous me le réécrivez. Vous dites que on prépare une solution, on veut telle concentration et tel volume. Vous dites que l'ordre de la masse de soluté est conservée. Vous écrivez ça. Et à partir de cette équation, le fait que les masses soient conservées, vous retrouvez le volume de solution mère après. Et donc, quelle est la pipette jaugée à utiliser en verre qui vous permettra de créer votre solution. Voilà, ça, c'est le point essentiel pour faire des solutions. Donc, deux méthodes pour faire des solutions. Soit vous prenez du soluté, vous faites une dissolution, donc vous prélevez une certaine masse de soluté que vous dissolvez, que l'on dissout à l'intérieur d'un solvant. Soit vous avez déjà une solution d'une concentration de l'eau et vous la diluez de façon à obtenir une solution phi de concentration. Ce sont les deux méthodes que vous devez savoir. Quand on fait une dissolution, on doit savoir quelle est la masse de soluté à prélever, qui est une balance. Quand on fait une dilution, on doit savoir quel est le volume de la solution mère que l'on doit prélever. Et là, on utilise donc une pipette jaugée. Dans les deux cas, on utilise une fiole jaugée pour obtenir le volume de solution. Est-ce que c'est à peu près clair? Là. Donc ça, c'est, comme je vous le rappelle, base de la chimie expérimentale. Soluté à peu près. À peu près. Il fallait faire attention au U. Quoi le U, Raphaël? Ah, l'incertitude. On verra après. Ah non, le U, d'accord, oui, sur le ménisque. Le U, ça s'appelle un ménisque. Sur la forme du U, la forme de l'eau, dans la colonne, on appelle un ménisque. D'accord. Après, ça, pas. Alors, c'est pas du Cobec, c'est de Cobec. Et ça s'écrit pas comme ça. Apparemment, Madame de Cobec, vous avez appris ça. Et faire attention au U. Alors, on va passer à comment déterminer une concentration. Parce que le but, maintenant, vous avez une solution et vous ne connaissez pas sa concentration. Alors, il y a plusieurs méthodes. Quand la solution est colorée, c'est assez facile. Par exemple, vous avez du sirop de grenadine et vous voulez trouver quelle est la concentration de ce sirop de grenadine qui a déjà été préparé. Plus il va être rose, plus il y aura de sirop de grenadine. D'accord? Vous savez que la concentration en sirop de grenadine sera plus importante pour la couleur. Ça marche bien. Donc, ce que l'on va faire, on va pouvoir faire une échelle de taux. Ça, c'est la première méthode lorsqu'on a une solution colorée. Donc, on va passer au grand 3, la détermination d'une concentration. On va avoir deux méthodes pour déterminer cette concentration. Ça ne tombera pas plus bas. J'ai pas de rouge. De toute façon, il ne voit pas en rouge. Donc, 3, détermination d'une concentration. Et la première méthode, ça va être ce qu'on appelle l'échelle de Tharpe. Alors, ça marche que pour une solution colorée. Alors, qui a écrit quelque chose?
Raphaël, ça y est, nous avons perdu Vergano. Paul aussi, mais ça ne m'étonne pas. Et Raphaël nous invente des termes. Alors, l'échelle de teinte. Donc d'abord, je note juste à quoi ça correspond. Déjà, ça marche pour des solutions colorées. Donc pour une solution colorée, d'accord, on compare sa teinte à celle des solutions étalons des solutions étalons dont on connaît la concentration, donc de concentration connue. Donc, par exemple, ce qu'on va faire, et ça on le fera un peu plus tard, ce sera le deuxième TP. Vous allez obtenir plein de solutions que l'on va verser dans des éprouvettes ou dans des tubes à essai, tout bêtement. Et on va avoir un bleu très pâle, un bleu un peu plus foncé, un bleu très foncé, un bleu ultra ultra foncé. Quand on fait le cas, nous j'aurais pas. Ça c'est encore plus bleu. Ouais. Donc là, imaginons, nous avons 4 tubes à essai qui ont chacun des concentrations différentes. Là, on va avoir la plus concentrée, on l'appelle C0, C1, C2, C3. Et vous savez que là, plus la couleur de la solution est foncée, plus ça va être concentré en solide. Ça vous semble logique ou pas? Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez, vous, un tube à essai, ben, qui est d'un bleu, qui a une certaine couleur. Vous ne connaissez pas, on va dire, c'est la concentration X. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour trouver à peu près la valeur de cette concentration? Exactement. Vous prenez votre tube à essai et vous le faites défiler proche du tube à essai que vous avez fait, de votre échelle de teinte. Pourquoi on appelle ça une échelle de teinte? Parce qu'on a la teinte qui varie. Et ça, on va le faire avec du permanganate de potassium ou du sulfate de cuivre, on verra. Ça fait vraiment, on va avoir tout un dégradé de couleurs. Pour le sulfate de cuivre, ce sera du bleu. Pour le permanganate de potassium, ce sera du rose. D'accord? Et après, votre tube à essai, vous allez le placer à côté. Vous allez dire, ah bah tiens, cette couleur est comprise entre, bah, je sais pas, entre C3 et C2. Donc, vous avez un encadrement de la concentration de la solution aqueuse. Alors, c'est pas très précis. Il faut bien commencer quelque part. Alors, après, vous verrez, il y a des méthodes beaucoup, beaucoup plus précises. Donc, ça vous permet d'obtenir un encadrement de la valeur. Donc, l'échelle de teinte vous permet d'obtenir un encadrement de la valeur de la concentration de la solution inconnue. C'est une des premières choses qu'on fait. Oui. Ouais, c'est 0, puisque c'est lui le plus bleu. D'accord? Alors, ça, on en fera une d'échelle de teinte. Alors, est-ce que c'est vous qui le faites ou pas? On va faire 3 TP même, je pense. Je pense que vous, je vais vous faire l'échelle de teinte. D'accord? Donc, là, le premier TP, ça va être simplement fabriquer une solution
la dissolution. La dissolution. Le deuxième TP, bah, ça va être l'échelle de temps. Ah bah bien sûr, c'est vous qui allez le faire. Le troisième TP, bah, ce sera la dernière méthode. C'est pour déterminer une concentration par étalonnage. Alors, attendez, le dernier quoi? Celui-là? Ça, c'est ta solution inconnue. Par exemple, toi, tu as du sirop, alors du sirop de grenadine, c'est rouge. Tu aurais des dégradés de rouge. D'un rouge très pâle vers un rouge très foncé. Et toi, tu as ton sirop de grenadine qui a aussi une certaine couleur. Rouge, rosâtre. Et c'est forcément une couleur qui s'utilise en toutes les solutions que tu as faites avant. Et donc, pour trouver quelle est la bonne solution, bah, tu l'approches de toutes les autres. Et tu vas pouvoir dire, bah, par exemple, cette couleur, elle est consistante. Donc, tu as une concentration qui est donnée par un encadrement de valeur. Alors, ça te permet d'avoir déjà une idée si de faire un contrôle qualité. Tu veux savoir euh, quelle est cette concentration. C'est une des méthodes. C'est pas la méthode la plus précise, c'est clair et net. D'accord. Mais en seconde, ça vous permet déjà de comprendre, de faire le lien entre couleur et concentration. Donc c'est pas l'échelle de teinte, c'est vrai qu'on l'utilise pas beaucoup. On l'utilise après pour avoir des choses précises. Il y a un appareil en physique et en chimie qui s'appelle le spectrophotomètre, qui permet justement de mesurer, si vous voulez, la couleur de la solution. C'est-à-dire plus c'est coloré, plus la lumière qui va être absorbée par la solution va être importante. Et donc en mesurant cette absorbance, on va pouvoir relier l'absorbance à la concentration. On obtient une droite, coefficient, régression linéaire, etc., etc. On va le faire, mais pas sur une échelle de temps. On va le faire pour des solutions qui ne sont pas colorées. Quand c'est pas coloré, comment on fait? On prend une solution d'eau sucrée, transparente. Là, on ne peut pas utiliser l'échelle de temps. On ne parle pas de masse molaire en secondes. Donc, là, on va faire autre chose. On va faire ce qu'on appelle un dosage par étalonnage. Ça va être la deuxième méthode. Alors avant, vous ne voyez pas trop en secondes. On a une nouvelle côté dans le programme, mais c'est pas mal de vous faire. C'est un peu plus compliqué. Dosage par étalonnage. Et ça, c'est beaucoup plus précis. Chaque solution possède des propriétés physiques qui lui sont propres. Donnez-moi un exemple. Fusion, c'est pour des solides. Donc ça marche pas. Ouais, mais trop compliqué à mesurer. Mais c'est vrai, on pourrait peut-être le faire. Autre chose. On a vu quoi d'autre? Un paramètre chimique qu'on a vu. La masse volumique. Est-ce que vous êtes d'accord que si j'ai de l'eau sucrée qui a... Alors, j'ai 1 litre d'eau sucrée, donc 1 litre d'eau avec 5 sucres. Je prends un autre litre d'eau, mais je mets 10 sucres. Qui a la masse volumique la plus importante? Exactement. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est mesurer différentes solutions de différentes masses volumiques. D'accord? D'accord? Ça nous donnerait une échelle. Et maintenant, on mesure la masse volumique de la solution inconnue. On pourrait remonter à un encadrement de sa concentration, de sa masse volumique. Comment on va faire? Donc, grosso modo, comment ça marche? On mesure une grandeur physique. Donc ça sera le tout dernier TP qu'on fera. Une grandeur physique. Par exemple, la masse volumique. Ça pourrait être chose, hein, ça pourrait être la conductivité, ça pourrait être le pH. Voilà. De chaque solution étalon.
Donc voilà, on fait encore des solutions étalons. Trop compliqué. Tu vas voir, on le fera. Je vais te montrer l'exemple. Et on va dessiner ce qu'on appelle une courbe d'étalonnage. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous allez obtenir un certain nombre de solutions étalons. Solution étalon 0, solution étalon 1, solution étalon 2, étalon 3, étalon. Chaque solution, vous connaissez leur concentration en masse. En masse. S'exprime en grammes par litre. Donc vous allez avoir gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3 et gamma 4. Chacune de ces solutions étalons, vous allez mesurer la masse volumique. C'est quoi l'unité de la masse volumique? Ou grammes par litre, on va utiliser. C'est la même que la concentration en masse, donc il faudra faire gaffe. Et on va trouver ρ1, ρ0. ρ1, ρ2, ρ3, ρ4. Donc de ce tableau, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir tracer une droite qui va vous donner la masse volumique en fonction de la concentration en masse. Et ce que vous allez trouver, 1, 2, 3, 4, c'est une droite, d'accord, qui passe par l'origine, qui va ressembler à ça. Pour chaque solution étalon, vous allez obtenir un point. D'accord? Gamma 0 donne ρ0, gamma 1 donne ρ1, gamma 2 donne ρ2, et ça vous permet, par régression linéaire, d'obtenir l'équation de la droite. Maintenant, comment vous allez pouvoir remonter à la concentration de votre solution inconnue? Vous avez une solution inconnue qui a de l'eau sucrée, vous savez que c'est la même composition que l'eau, que toutes les solutions que vous avez fabriquées. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour pouvoir retrouver cette concentration? Qu'est-ce que vous allez mesurer pour obtenir la concentration en masse de cette solution grâce à ce graphe? Si vous cherchez la concentration en masse, vous cherchez le gamma, de quoi avez-vous besoin pour pouvoir retrouver cette valeur à partir du graphe volumique? Si vous connaissez la masse volumique, donc vous allez la mesurer, votre masse volumique, elle va vous donner une certaine valeur. Comment vous remontez à la concentration? Vous allez à l'intersection avec la droite et vous trouvez l'antécédent. Donc ça, c'est votre masse volumique de la solution inconnue que vous mesurez et ça vous permet de remonter à la concentration en masse de votre solution inconnue. Soit vous le faites de façon graphique, soit vous le faites de façon mathématique. Mathématiquement, c'est plus difficile. Il faut que vous ayez l'équation de la droite, etc. Donc, que vous ayez, que vous fassiez une régression linéaire sur les points que vous obtenez. Si on a le temps, on le fera. Nous, ce qu'on fera déjà, c'est essayer de tracer cette droite et exploiter cette droite. Donc, imaginez, vous allez partir d'une solution de concentration donnée. Et il faut fabriquer combien de solutions à côté dans ce cadre-là? Exactement. Donc, il faudra faire 4 solutions par dilution. La solution mère, vous allez la fabriquer par solution. Et les solutions 1, 2, 3, 4 seront des solutions phi à faire par dilution. Donc, dans l'heure et demie de TP, vous aurez 5 solutions à faire, des mesures de masse volumique, tracer la droite. Bref, il y a du boulot. Celui-là, c'est un TP qui est facile, mais qui est long.
Et il faut être très bien agencé dans son esprit pour pouvoir le faire. On aura le temps, si on prend 2 séances, on prendra 2 séances pour le faire. Je préfère en une seule, j'avoue. S'il faut 2 séances, on prendra 2 séances. Oui. C'est pour ça que je me demande si je vais pas de quoi le faire en 2 fois. Je sais pas. On verra. Alors, le refaire, bon, déjà la semaine prochaine, un TP, c'est simplement faire une solution par dissolution. Même chez vous, vous pouvez le faire. Vous avez du sel, une balance. Bon, vous n'aurez pas la fiole jaugée ni la pipette. Vous n'aurez pas la fiole jaugée. Donc là, vous avez tout en fait sur les solutions. Et là, je vais vous donner la liste de tous les exercices qu'on va faire. D'accord? Donc, je vais noter la liste des exos. Il y en aura sûrement d'autres après, parce que j'en ai pas mis beaucoup. Alors, par quoi j'ai commencé? Alors, on va faire le 15, page 49. Le 16, page 49. Ça, j'aime pas. Le 25 et le 26, page 52. Je vous donne tous les exercices du chapitre. On va pas les faire en une fois, hein. On va prendre le temps. On a plusieurs semaines pour les faire. Le 26. Le 27, obligatoire. Ah bah c'est de bon ton. Je l'avais pas prévu celui-là, mais il y a le gel hydroalcoolique. On va le faire aussi, ça. On pourrait le faire, ouais. Bah déjà, il faudra faire l'exo, puis après on verra. Et on finira par le 36, page 54. Donc voilà tous les exercices qu'on va faire sur ce chapitre. Il y en a beaucoup, mais on va rester longtemps sur le chapitre des solutions aqueuses. On va prendre le temps de faire les exercices. Comme je vous l'ai dit, c'est un chapitre ultra important pour la suite. D'accord? Sur ce, vous pouvez ranger vos affaires. Et je vais éteindre l'enregistrement.